Bonjour à tous, bienvenue à Bordeaux. Vous écoutez la première de la fabuleuse histoire du catch américain. Quel plaisir de vous retrouver. Je suis Norbert Feuillant, vice-président de la Fédération française de catch professionnel, ainsi que Rabi fait des gestes obscènes, comme si ça servait à rien ce que j'étais en train de dire. Quoi, et commentateur de Ring of Honor sur l'équipe 21. J'accueille Rabi Mentor qui nous retrouve depuis. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu sur les ondes, en tout cas, sur les ondes des internets. Ouais. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu as fait depuis toutes ces années, depuis 6-7 ans? Putain, j'ai fait plein de choses. Plein de choses? Ouais. Quoi donc, par exemple? Par exemple, j'ai travaillé, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai bu. Vous avez bu, hein? J'ai bu, j'ai fumé. Avec modération pour les plus jeunes qui nous écoutent, oui. Bien sûr. Un petit salut à nos amis de C'est ça le catch FM également. Je vous invite à les écouter tous les pardon, pas tous les mardis, un mardi sur deux sur Banquise FM ou alors sur YouTube et Mixcloud. On salue Sturi, Ludivine et Rudy. On leur fait un gros bisou. On a vu Sturi et Ludivine récemment, ça fait plaisir. Vous pouvez réagir à leur émission avec leur hashtag 3CFM sur Twitter. Et en ce qui concerne la fabuleuse histoire du catch américain, pour réagir, c'est hashtag FHCA, et vous pouvez également réagir sur notre page Facebook. Suivez-nous, c'est là qu'on vous donnera les nouvelles, qu'on annoncera les thèmes des prochaines émissions. Il y a la page Facebook qui est ouverte, en tout cas, la fabuleuse histoire du catch américain, pour réagir sur Twitter ou sur Facebook. Rabi, de quoi allons-nous parler pour cette première? Eh bien, nous allons parler de cette fabuleuse année qu'est l'année 1995. Alors, pour les gens qui nous connaissent de l'époque du CLPod et du Brainbuster, tu parles de fabuleux. Est-ce que tu as des nouvelles de Raymond Rougeau? Il va bien. Il va bien? Il va bien, il pêche. Il pêche? Ça se passe, il est pas là aujourd'hui. Il est pas là aujourd'hui, il viendra pas nous voir aujourd'hui? D'après ce qu'il m'a envoyé un texto tout à l'heure, et en tout cas, il était en train de pêcher au Canada. Ah oui. Il se prépare d'ailleurs pour son documentaire. Il y a un documentaire qui va sortir sur les frères Rougeau. Ah bon? Sur la famille Rougeau même. Il y a un extrait qui est sorti grâce à Lutte Québec ou je sais pas quoi là. Enfin c'est pour le Québec, si vous avez l'occasion de le voir, ça s'appelle Art Trop Mal, c'est un documentaire sur les Rougeaux. Pour les aficionados de catch old school, est-ce que tu pourrais peut-être mettre le lien sur la page Facebook de la fabuleuse histoire? Oui, d'accord. En tout cas, ça a l'air de t'emballer. L'année 1995, dans cette émission, on retracera des faits marquants, des moments importants ou des choses qui sont capitales dans l'histoire du catch américain. L'année 95, elle l'est parce qu'elle est très décriée, très controversée. Nous, on a choisi ce thème-là parce que c'est un peu une Madeleine de Proust pour nous. On était gamins, on la connaît très bien, cette année-là. On va commencer, le sujet brûlant. De cette année 1980, ça brûle. On va parler d'un tweet de Wrestlers Radio, des gens qui ont lancé un podcast un peu comme on l'avait fait nous il y a longtemps. On salue d'ailleurs toute l'équipe de Wrestlers Radio. Bonjour. Si sur Twitter nous demande, alors si tu vas répondre en premier, que valait le règne de Nash? Est-ce que c'était vraiment un des pires de l'histoire? Ça a été envoyé sur Twitter, hashtag FHCA. On t'écoute, Rabi. Alors oui et non. Alors c'est-à-dire que oui, parce qu'en effet, il a fait les pires buy rates, des très mauvais house shows, il y avait personne, il y avait plus de thunes, il y avait que dalle. Ça a pas marché du tout, les audiences n'étaient pas spécialement bonnes. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été un peu booké avec le cul aussi. Dans le sens où, Nash, on sait que McMahon voulait en faire son nouveau Hogan après l'échec cuisant de Luger l'année d'avant. Il aime bien les grands faces, on sait, les mecs musclés, comme ça il tombait amoureux de lui parce que Nash il est beau. Il est beau, on le dit souvent, Nash il est beau. Il est quand même plutôt beau. Mais après, sans faire déjà toute l'année, quand tu vois soit il a été contre des catcheurs meilleurs que lui in-ring, ce qui a fait qu'il passait quand même un peu pour un blaireau. Il affronte Brett et Michaels pour ses deux premières défenses. Il n'est pas arrivé super expérimenté à la WWF non plus. C'est ça, il est encore hyper green. Il y a Brett qui est le mec le plus populaire, il affronte pour sa première défense. Brett il est bien sympa, il fait le heal un petit peu, mais Nash, c'est pas le plus populaire du match. Michaels il tourne face le lendemain, et après il affronte Sid, contre Sid tu peux rien faire quand t'es Nash, déjà que Nash il peut pas faire grand chose. Il affronte Mabel après il affronte le Bulldog où McMahon il balance son casque et fait horrible à la fin des New House. L'avant-dernier. Non, le dernier New House de l'année 95 d'ailleurs. Non. C'est pas le dernier, c'est Brett Bulldog le dernier. D'accord. Et et après, ça n'empêche pas qu'il a fait des bons matchs, mais il a rien eu non plus
pour être au top à chaque fois, quoi. Toujours dans l'ombre de Shawn Michaels aussi à l'époque d'ailleurs, Nash. Dans l'ombre de Michaels, dans l'ombre de Brett quelque part, même s'il était pas très bien couché, il a jamais été utilisé comme il aurait dû être utilisé. Et surtout... Mais règne de merde, oui, quand même. C'est toi qui disais que c'était important dans l'émission pour commencer de dire d'où on vient également en 95, parce que quand Nash défend pour la première fois son titre contre Brett au Rumble 95, un match excellent, un excellent combat. On invite tous les fans de catch à le regarder si vous connaissez pas bien 95. Il a gagné le titre quelques semaines avant. Il a fait le mois de décembre champion. Il n'a pas défendu, je crois, en tout cas pas en pay-per-view forcément. Et il bat Bob Backlund en 8 secondes au Garden. Ouais. Et juste avant, il est trahi par. Enfin, il se sépare de Shawn Michaels, donc il n'y a pas vraiment de temps pour l'installer, pour présenter vraiment qui il est sans Michaels. C'est plus le garde du corps de Shawn Michaels, c'est plus son partenaire. On le connaît pas bien au-delà de Shawn Michaels à l'époque, Diesel. Bah, non, et puis bon, tout le monde, je pense, voulait qu'il se sépare de Michaels. Bon, après, le pied de Michaels, il arrivait tout le temps dans sa gueule. C'est quand même pas sa faute à Michaels non plus. Allez, ça y est. Bon, allez. Le mec est un peu incompris dans l'absolu, c'est le grand incompris du catch. Chers amis, vous écoutez le plus gros marque de Shawn Michaels que la Terre ait porté, hein, à part Michaels lui-même, évidemment. Ah non, déjà, si. Michaels, c'est pas Bret Hart, hein, c'est pas un marque pour lui-même. Bon, on se calme tout de suite. Ça y est. Non, mais après... La guerre est déclarée, chers amis. non, mais après, oui, Nash, il tourne face, en gros, 3 jours après, il devient champion. Bon, c'était un peu rapide, un peu hot shot, comme on dit, dans le jargon américain. Mais après, c'est parce que, en face, McMahon, il voulait absolument que Nash soit champion, parce qu'il aime les mecs musclés et grands, il faisait pas confiance à Brett. Nash, il pouvait pas battre Brett pour le titre, donc il s'est démerdé comme il a pu, en faisant perdre Brett contre Backlund, et Backlund qui perd en 8 secondes au Garden en plus, quand même. Ouais, c'est gros, hein, quand même, l'histoire. C'est très très gros. Surtout à l'époque, c'est vraiment la maison de la WWF, quoi, le Garden. Et donc, ouais, il est catapulté, très vite, trop vite même peut-être. Alors, au-delà du mauvais booking, du fait que le règne de Nash n'ait pas été super marquant, les matchs à voir de Kevin Nash en 95, Bret Hart au Rumble 95. Excellent. Finish de merde, hein, quand même, mais excellent. On va revenir à WrestleMania un peu plus tard, mais on peut déjà vous dire que Michaels Nash à WrestleMania, c'est pas mal du tout. C'est le meilleur match, en tout cas, sans grand-peine, c'est pas dur, hein, de la soirée à WrestleMania 11. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre Et ben c'est tout. Et il y a Bret Nash, qui est mon match préféré de l'année 95, Bret contre Nash au Survivor Series. On y reviendra également un petit peu plus tard. C'est Bret qui reprend la ceinture pour finir l'année. 1 an après avoir perdu le championnat contre Bob Backlund. Qu'est-ce qui se passe à l'époque dans le monde du catch? En 95, aucune attention mainstream. Pour la WWF, le business est down. Ouais. Les gens s'intéressent plus du tout au catch. Enfin, pas du tout, mais très peu. Et en face, il y a la WCW qui fait pas mieux. Est-ce que tu savais que les house shows de la WCW faisaient rarement autour de 3000 personnes quand même à l'époque? Ce qui est extrêmement peu compte tenu de Hogan, Savage, Flair, Sting. Ils avaient quand même un roster WCW qui était extraordinaire. Et pourtant des house shows avec des attendances complètement pourris, quoi, moins de 3000. Il faut dire que WCW 95, c'était pas non plus incroyable. Hein. Le Dungeon of Doom. Voilà, le Dungeon of Doom. Pire clan, hein, que la Terre est portée. Oui. C'est ça. Avec Alors, t'as beau avoir le Star Power, après, quand tu fais revenir Ed Leslie 5 fois dans l'année, et que t'as des trucs de merde, et qu'Hogan, quand même, était en perte de vitesse assez flagrante en 95. Il marche très bien en 94 quand il arrive, mais dès 95... on commence à le huer, et puis en plus c'est les gens du sud, la WCW, et lui c'est New York, hein, donc forcément les gens ils ont jamais non plus vraiment accepté Hogan à la WCW. Ça a marché. Il incarne New York alors qu'il est du sud des États-Unis, hein, pourtant le Hogan. Hein. Oui, bah ça a commencé en Floride, hein, c'est tout le paradoxe géographique. C'est beau le catch, hein, on rigole parce qu'on rigolera beaucoup, hein, dans la fabuleuse histoire. Ah oui, qu'est-ce qu'on rit. Donc un problème d'attention à la WWF et à la WCW, tout le monde s'en fout, malgré la présence de Hogan. En début d'année en tout cas. En début d'année, parce qu'après en septembre il va y avoir Nitro, ça on y reviendra aussi un petit peu plus tard. Et donc la WWF, dans mon idée, moi quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit ils ont besoin de construire des nouvelles stars, parce qu'en haut, on a Bret d'établi, on a l'Undertaker d'établi, le Bulldog mais Mick Carter. Ah oui. Luger qui a foiré complet son année 94. Et Luger en 95, il est déjà... Il serait pas là, ça revient exactement même. Il s'était permis de la fuite contre Tatanka, c'est SummerSlam 94 en tout cas. Il passe pour un gros con. J'adorais moi cette storyline en 94, j'avais beaucoup aimé. Oui, moi et aussi, c'est un des rares bons matchs de Tatanka à la WWF. Également, il y en a un en 95, on y reviendra aussi. Alors d'ailleurs, tu sais que Tatanka en heel, ça n'a jamais marché parce qu'il a jamais voulu se défaire de son gimmick.
Ah oui, C'est Tatanka lui-même qui a jamais voulu se défaire du gimmick d'Indien. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il fasse en même temps? Il se transformer en cow-boy. En cow-boy. Mais non, mais en corporate. Justement, tu lâches tes $1 million man. La plume qui avec pue. lui. Voilà. Ok. Et grosse bite, hein, Chris Chavis. Ah oui. Ouais. Où est-ce que t'as entendu ça? Une shoot interview de Scott Hall, il a voulu. Il a une belle plume. Il a une belle plume dans le caleçon. Oui, alors, pour une petite anecdote rapidement, Virgil a toujours dit qu'il avait une queue énorme. Hein, Virgil dit que lui-même. Oui, il a une grosse queue, et un jour, Tatanka, et c'est reconnu dans le monde du catch, il a un truc incroyable, et ils ont fait, on fait un duel. Tatanka, il a fait, on fait un duel alors. Virgil s'est dégonflé. Ah bon? Voilà. Allez, pour la petite anecdote un petit peu graveleuse. Et on salue Driss Jaffali d'ailleurs, qui est le Tatanka français. Je l'embrasse, ça fait longtemps qu'on n'a pas, que je l'ai pas vu. Donc faire des nouvelles stars, donc on dit il y a Brett en haut, il y a Taker, en gros franchement, Michaels n'est pas encore pushé à mort. Ça va arriver en 95 justement, dès le début de l'année. Mais on est 1er janvier 95, il y a Nash qui est champion. Ouais. Les gros noms qui restent, il y a Brett, Razor, Taker, Bulldog dans une moindre mesure, Luger. Michaels. Alors Michaels justement, on va en parler tout de suite de Shawn Michaels. Cool. Toi je sais que tu es un spécialiste de Michaels, de la clique et de tous ces trucs-là. Un peu. Shawn Michaels, c'est l'année Michaels, la WWF en quelque sorte, une des années qui va le lancer. Un push qui va durer jusqu'à une popularité qui va durer jusqu'à sa blessure en 98 en tout cas. Il restera au top à partir de WrestleMania 11 et en amont le Rumble 95. Ouais. On va parler de Michaels et de la clique, on va partir du Rumble 95, on va finir par Syracuse et par la storyline très bien écrite. Là, on va revenir avec toute ta bonne foi là-dessus. Ouais. Le Rumble 95, un Rumble que j'aime bien, peut-être parce que c'est l'enfance. Oui. Parce que quand tu vois, parce que je suis un gros marque du British Bulldog peut-être. Ouais. C'était une idée de Pat Patterson, Michaels arrive en premier, Bulldog en deuxième, et ils font tout le Rumble. Ouais. En même temps, il y a qui dans ce Rumble? Il y a Luger. Il y a Luger, il y a Owen Hart. Il y a Owen Hart. C'est tout. Et c'est tout. Et le Bulldog il y a Bob Backlund. Bob Backlund qui, personne pense à aucun moment qu'il peut gagner, mais c'est l'ancien champion il y a 2 mois. Voilà. C'est l'ancien champion. Alors, le Rumble 95. Le pay-per-view d'abord, avant d'en venir à Shawn Michaels. Jeff Jarrett, Razor. Moi, je voulais parler des nouvelles stars aussi. Michaels en fait partie. Ils ont essayé avec Jarrett, qui est un excellent heel. À l'époque, surtout, il est au top pour moi de son travail de heel, un heel très traditionnaliste, très old school, à la Jerry Lawler, à la Ric Flair, insoutenable, vraiment hyper agaçant, et c'est le premier nouveau champion de 1995 quand il va vaincre Razor Ramon dans un très bon combat, un petit 3,5, un combat plein de psychologie, ça prend pas au final de Jarrett, mais au moins c'est tenté. Alors, ça prend pas à cause d'un très mauvais booking, et aussi, alors, et je l'ai appris récemment, figure-toi que, même si, je devance un petit peu ce qu'on va dire. Peut-être que je le dirai peut-être après In Your House 2 ou tu vas parler de Jarrett maintenant. Parle de Jarrett en début d'année. Jarrett tout de suite. Ouais. Jarrett début d'année ou ce qui se passe, pourquoi ça marche pas? Je parle de Jarrett. Ok. Alors, le fait est que ça marche pas parce que déjà, il y a le Roddy avec lui. C'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Oh, ça met une dimension quand même de tricheur de Will vraiment injuste. Mais après, c'est la storyline, c'est l'angle où donc c'est Jarrett qui est pas le vrai chanteur de country. Et que c'est le Roddy donc en fait qui chantait pour lui. Et donc ni Jarrett ni le Roddy en fait ils aimaient trop cette storyline. Jarrett il a l'impression d'être pris pour un con en même temps. À In Your House 2 donc il va perdre chez lui à Nashville ou c'est Memphis? C'est à Memphis. Nashville. Memphis c'est voilà, il est chez lui. Mais ils ont trouvé le cul des gens avec With My Baby Tonight quand même. Oui, non mais quand même, les mecs étaient là, une bonne chanson quand même, parce que Jarrett, mais c'est une storyline de merde quand même pour Jeff Jarrett qui s'est dit je vais passer pour un con parce que je perds le titre intercontinental chez moi, et en plus j'ai une storyline pourrave où je vais passer pour, peut-être un gros marque pour lui, mais en tout cas, il démissionne le soir même de In Your House 2, et le Road Dogg part avec lui par solidarité. Et il reviendra Rumble 96 avant le Rumble, au dernier In Your House je crois de décembre, je crois que c'est dans ce, alors si je me trompe corrigez-moi sur le Facebook de la fabuleuse histoire du catch américain, où il vient fracasser la gueule d'Ahmed Johnson, on va en parler tout à l'heure, de notre bon Ahmed, avec son disque d'or, et après le fameux coup de guitare au Rumble 96, il n'y a que nous qui l'avons retenu, en tout cas mon rabbi. Voilà, donc c'est pour ça que Jarrett ça marche pas aussi, parce qu'il se barre, il veut pas de cette storyline affreuse qui est effacée d'ailleurs. Après il n'y a jamais vraiment de suite, à part quand Road Dogg revient en Real Double J.
Mais c'est un an après, il chante une chanson qui a déjà un an, tout le monde s'en... Là je comprends pas, j'aime bien cette storyline moi de Win My Way Tonight, je trouve ça cool. Hein. Ça fait partie de ce qui marchait pas en 95, c'est que les gens voulaient déjà autre chose. Il y a la ECW qui existe déjà un petit peu, et là il y a eu un truc avec Jeff Jarrett sur un vrai chanteur, faux chanteur. Je pense que les gens attendaient autre chose. C'est pas le pire qu'ils aient fait, loin de là. Hein. On reviendra avec Bret Hart tout à l'heure. Hein. Mais c'est pas non plus fandard. Jarrett méritait mieux quand même si je suis pas hyper fan de Jarrett, mais je pense qu'il méritait mieux. Donc deuxième point après Nash, Jarrett échec également en 95 pour la WWF, cuisant. Parce qu'ils avaient un peu investi quand même en temps d'antenne pour lui dans les émissions comme Superstars, comme là il avait des vignettes. Il se démerdait bien, ça n'a pas, n'a pas fonctionné. Dans ce Rumble, voilà, on va pas faire toute la carte. Hein. Taker IRS, on passe, on a rien à foutre. Parce que l'Undertaker, bon quand même, juste avant de se taper Mankind, il n'y avait rien quand même de 91. Non, entre Hogan et Mankind, il n'y a rien. Hein. Faut Yoko un peu. Yoko un peu. Yoko un petit peu. Taker qui venait de main eventer les séries 94 d'ailleurs, avant de se taper IRS. Enfin, King Kong Bundy à WrestleMania. C'est Chuck Norris qui main event surtout, je pense. En 80 c'est vrai. et ça, on va y venir tout de suite d'ailleurs. Donc, l'Undertaker qui a IRS. King Kong Bundy, Kama Mustafa, Mabel. Oh, cette année de merde. Et c'est l'année de l'Undertaker, une année extraordinaire. Il y a tellement de choses à dire, c'est incroyable. On va pas y rester parce qu'on a tout dit là sur l'Undertaker. Il s'est tapé Kamala et Jan Gonzalez aussi, il est un peu habitué. Il a participé au push de Savio Vega, sans doute qui fait partie de son clan, le Bone Street Crew, dans le King of the Ring 95. Ça, bon, bref. Un point sur le Rumble 95 que j'aimerais soulever, c'est le combat par équipe. Je sais que t'es pas aussi fan que moi de ce match, un match de derrière les fagots. On pourrait faire une émission spéciale sur les matchs de derrière les fagots également. Le Kid et Bob Holly prennent le championnat par équipe de Vacan contre Tatanka et Bam Bam Bigelow. Meilleur match de la carrière de Tatanka, sans aucun doute. Un match super, et là, Bam Bam va entrer en feud avec Lawrence Taylor. Alors, sur le War Series 94, dernier pay-per-view de l'année d'avant, Chuck Norris est là. Là, au Rumble, t'as Lawrence Taylor qui était un joueur de foot hyper over, un linebacker de je sais plus quel club, Hall of Fame du football américain. Et Pamela Anderson est là aussi au Rumble. Donc on a une volonté d'attirer l'attention des médias américains sur la WWF parce que ils ont un roster à chier. Tu vois le roster de merde qu'ils avaient dans le Rumble 95. Je peux te citer les frères Blue, ils ont amené Dick Murdoch qu'on adore, mais bon bref, Dick Murdoch, le Rumble 95, voilà. Owen Hart, il se fait dégager en 2 secondes. Bob Backlund se fait dégager en 2 secondes. Ça nous laisse Weldon, ça nous laisse Crush, ça nous laisse les Head Shrinkers avec leurs bottes, ça nous laisse Sioni. Alors on adore le barbare, mais les Head Shrinkers c'est Samu et Fatou, point barre. On préfère les Faces of Fear avec Ming par exemple, le barbare, ou voire même les Powers of Pain avec le Warlord. Non, je déconne évidemment. On a les frères Blue, Weldon, Crush, les Head Shrinkers avec leurs bottes. Il y a qui? Il y a les Heavenly Bodies dont tout le monde se fout en janvier 95. Il y a Doink, il y a rien quoi. Il y a Men Animation, il y a Doink, il y a les Smoking Guns. Il y a King Kong Bundy qui était un favori. Alors parce je viens de faire des guillemets, voilà, pour ceux qui ont. Et donc on a pas l'image. Ça nous laisse que Michaels en fait. Est-ce que le Bulldog, il y a eu cette histoire de stéroïdes en 94. Et il voulait pusher Michaels, et ça faisait sens, vu que Nash conserve contre Bret Rumble, pour amener un WrestleMania qui a l'air d'avoir de la gueule sur le papier. Michaels, Nash et Lawrence Taylor, Bam Bam. Moi je trouve que ça se tient, c'est en tout cas. Après, ce que tu dis sur les célébrités, c'est exactement en fait la volonté de WWF qui fait un WrestleMania juste sur les célébrités, puisque dans le clip d'ouverture de WrestleMania, il n'y a pas une image de catcheur. Eh oui, il y a Nicolas Turturro qui est là, à WrestleMania 11. Il y a que les célébrités, il y a Salt and Pepper. Il y a le gamin de Home Improvement, qui est une série qui marchait bien aux États-Unis. Il y a Jenny McCarthy. Jennifer McCarthy, Jennifer McCarthy, voilà. T'as Pamela Anderson. Il y a, en fait, le show est basé, les achats qu'ils comptaient faire, c'était sur les stars, quoi, pour attirer des yeux différents du catch, vu qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas de stars et que c'était pas avec la carte qu'ils allaient proposer, de toute façon, qu'il y aurait un maximum d'achats. Sur WrestleMania, à retenir, Michaels Nash, très bon match. Oui. Foiré par Sid, je crois. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé avec Sid? Ah bah oui, Sid. Non, c'est pas foiré par Sid. Au final, c'est le spot en fait qui veut ça, c'est que Sid coûte le match à Michaels en faisant trébucher Earl Hebner au mauvais moment. Mais par contre, il y a un truc justement qui est très important dans ce match, c'est Vince McMahon qui avait dit juste après le super kick de Michaels, Nash, tu te dégages à 1. Et Nash et Michaels, ils étaient non, ça va faire tourner face Michaels, les gens ils vont huer, ils vont pas être contents. Et les gens sont à fond derrière Michaels dans ce match. Et en fait, toutes les erreurs. Alors, il y a non seulement les erreurs de Vince McMahon, qui reconnaît après match que ok, je me suis trompé. Voilà. Fallait pas faire dégager Nash à 1. Et il y a Michaels qui est quand même un super ami,
vu qu'il fait quand même exprès de faire toutes les moves les plus incroyables qu'il peut. Le fameux de la troisième corde vers l'extérieur sur les photographes et sur Nash, Voilà. un plongeon incroyable. Il fait exprès d'y aller comme un porc pour que le cardio de Nash soit pas bon. Et aussi le jackknife. De fin, il fait exprès. Nash le dit lui-même, il aurait pu se prendre un meilleur jackknife en se le faisant lui-même. Ouais. Il fait exprès de il rater. tombe presque sur les pieds. Ah oui, non, mais il fait exprès de rater le jackknife parce que bon, c'est un business. Et Nash lui en veut même pas. Il a dit dans une interview, bon, c'est business, c'est Michaels. Est-ce que c'est le lendemain ou 15 jours après il tourne Michaels? C'est le lendemain. C'est dès le lendemain. McMahon il fait bon, c'est plus possible. Et ils mettent le paquet pour tourner le mec. 3 powerbombs. Ouais. Mais par contre, Michaels s'est dégoûté. Hein. Il voulait absolument pas tourner heel parce que Tourner face. Tourner face, pardon, parce qu'il y a que des faces. Razor est face. Face donc. Nash est face, Bret Hart est face, le Bulldog est face, Taker est... Enfin, il y a que des faces à l'époque. Et aussi, ça veut dire qu'il peut plus bosser avec ses copains, vu que ses copains ils sont face et que Michaels, je travaille avec mes copains moi. Grosse année pour Michaels qui après In Your House va prendre au premier ou au deuxième In Your House Deuxième. Au deuxième In Your House, il va prendre le titre intercontinental à Jeff Jarrett. Ouais. Dans un très beau match, qui est excellent. Ouais. Qu'on vous conseille vivement. Super outfit. Avant de passer à... Il y a eu, avant de passer à Razor, Michaels 2 au SummerSlam, la clique en 95. Début vraiment de l'influence qui va durer des années de la clique sur Vince McMahon. La clique, c'est Michaels, c'est Nash, c'est Razor, c'est le Kid. Et c'est un nouvel arrivant, on reviendra tout à l'heure sur les débuts, de Triple H également. Et Scott Hall, tu me disais hors antenne tout à l'heure qu'il t'a vu une shoot de lui, où il inclut lui, Just Incredible, donc Aldo Montoya dans la clique. Ouais, il dit qu'il en est, mais... Alors la clique, Rabi. Et la clique, c'est un groupe de potes qui ont décidé de vu qu'ils étaient tout le temps sur la route ensemble et qu'ils faisaient partie des rares personnes a priori qui parlaient tout le temps business. Et c'est le truc en fait qui plaisait à Vince McMahon. C'est que ces mecs-là, ils étaient à fond dans le business. Et McMahon, il aime les gens qui vont le challenger. Les yes men, au final, il l'apprécie pas tant que ça a priori. Et c'est juste des mecs, enfin juste, d'après ce qu'ils disent, hein, c'était des mecs qui étaient hyper vocaux et qui donnaient juste leur avis de façon assez vocale justement sur l'état du business, qu'il fallait faire mieux, qu'il fallait faire d'autres storylines. Et McMahon, il les écoutait parce qu'en même temps c'était ses plus grosses stars à l'époque quoi. Donc à un moment donné, si t'écoutes pas tes stars aussi, t'es un peu con. Mais après, de là à dire qu'ils c'était eux ils disent non mais on voulait juste le bien de la promotion. Bon, à un moment donné, bon, on prendra pas pour un con non plus. Parce que l'exemple qui montre ça, c'est Bam Bam Bigelow qui se sacrifie tel un agneau au loup dans le main event de WrestleMania 11. Et il bat Lawrence Taylor dans un match surprenant d'ailleurs, Lawrence Taylor qui se débrouille très bien. Pour un mec... oui, il perd Bam Bam. Oui, il se sacrifie Bam Bam. J'ai pas compris. Non, c'est Bam Bam qui se sacrifie. Et on lui avait promis un programme avec Nash, je crois, ou un gros push. Mais la clique veut pas de Bam Bam Bigelow. Eux, ils disent que non. Bam Bam avait dit que si. Donc bon, après c'est toujours, de toute façon, les histoires, il y en a un qui dit oui, il y en a un autre qui dit non. Moi, je serais tenté de me dire, je pense qu'ils aimaient bien Bam Bam, moi. Mais qu'en même temps, peut-être qu'ils voulaient pas non plus qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive dans le spotlight. Hein. Voilà, parce que tu regardes, en même temps, qui a bossé avec qui pendant 3 ans, quoi. T'as Razor qui bosse avec Michaels, après il bosse avec Nash, après il rebosse avec Michaels, entre-temps t'as Nash qui bosse avec Michaels, 2 ans après, quand Michaels est champion, il rebosse avec Nash, ils ont passé leur temps à bosser ensemble, Razor et le Kid, ils ont passé leur temps aussi à bosser ensemble, Levesque, il bosse avec le Kid. Vous avez vu l'expert, il l'appelle Levesque quoi, il l'appelle même pas Hunter. Paul, tu sais quoi, mais même Paul. Polo. Polo. Et il est allé au water polo d'ailleurs, il revient tout de suite. Bon, ils ont toujours bossé entre eux quoi. Donc à un moment donné, oui, on peut dire que c'était des porcs quand même, qui se gardaient le spotlight et la thune, vu qu'avant tout, pour eux, c'était un business et ils étaient intéressés par la thune, d'où les contrats garantis qu'ils ont réussi à donner, par contre à tout le monde. Enfin, à donner. C'est grâce à eux, quelque part, qu'il y a les contrats garantis aujourd'hui à la WWE, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, et la volonté de WWF à l'époque de créer des nouvelles stars, dont ils ont crucialement besoin, pour des catcheurs moindres, va être complètement bousillée par la clique. On peut parler de Chris Candido, on peut parler de Dean Douglas, qui sont des nouveaux arrivants en 95 pour la WWF.
Il y a quelque chose qui est tenté dans une moindre mesure, c'est du mid-card ou du low-card pour Skip. Avec Sony évidemment qui est tout l'attrait à l'époque marketing de Chris Candido. Mais la clique n'en veut pas quoi. Alors il y a ces deux cas différents. A priori Candido ils avaient rien contre lui, sauf que Michael se couchait avec Sony. Donc à un moment donné, ça passait pas non plus tant que ça. Et puis Candido il aurait pas été hyper loin de toute façon, mais avec McMahon il était trop petit. Ouais. Dans tous les cas, trop petit pour les standards WWF à l'époque. Et pour Shane Douglas, non, par contre, c'est juste que, oui, non, il aimait pas, oui. Il a fait un mauvais match avec le Kid, ils ont fait bon. Le Kid qui était la jauge. C'est ça, le baromètre. Si t'arrives à Ouais. faire un mauvais match avec le Kid, t'es pas poussé. Voilà. Et il a fait un mauvais match avec le Kid, et en même temps, Shane Douglas, c'est vrai qu'il est un peu surfait. Enfin, après, ça, c'est ton avis. C'est mon avis. Moi, j'ai voilà. pas d'avis particulier. Je suis pas un énorme fan, perso, de Shane Douglas. Ce mec a fait quand même sa carrière sur des promos sur Ric Flair et Michaels, quoi. Et en jurant aussi. En jurant, ça, c'est voilà, le ECW. Voilà, bon. Petit parallèle d'ailleurs, ECW racheté en 95 par Paul Heyman, qui était le booker et qui devient le owner. Todd Gordon qui lui vend, c'est important, c'est en 95, ça n'aura pas d'incidence avant le King of the Ring, on y viendra un petit peu plus tard. Donc Michaels et la clique. Ouais. Michaels affronte Razor dans possiblement des 3 matchs de l'année à la WWF. Ouais. À SummerSlam, dans un ladder match, revanche de WrestleMania 10, et ils te bossent un match hallucinant. Ils ont décidé de prendre le contre-pied de WrestleMania 10. Alors, ce qu'ils peuvent pas, en fait. Ils peuvent pas. Ah oui, il y a un truc, parce qu'il y a beaucoup de psychologie Ils peuvent pas sur utiliser... la jambe de Michaels. Ils peuvent pas utiliser l'échelle comme une arme. Autant c'était très bien WrestleMania 10, autant psychologie c'était pas terrible. En termes de réalisme. Et là, par contre, là il y a du gros travail là-dessus avec la jambe de Shawn Michaels. Excellent match. Oui, oui. Mais après, ils ont pas le choix vu que c'était des nouvelles règles de leur sponsor ou je sais pas quoi exactement, ou si c'était dans l'état dans lequel ils étaient, je sais plus exactement. Mais ils avaient pas le droit d'utiliser l'échelle comme une Ils arme. étaient obligés de faire passer ça pour de l'accident, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. D'accord. Donc ils se sont dit, par contre, on va pas l'utiliser comme une arme, mais je peux t'envoyer dedans. Voilà. Ah mince, il y a l'échelle qui est sur le chemin. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'au final, il y a ce gros travail sur la jambe de Michaels et compagnie, parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. Mais en même temps, ça donne justement un match qui est vachement plus intéressant, vu qu'il est, comme tu dis, c'est le contre-pied parfait de WrestleMania 10. Et il est un poil moins bien, mais il est quand même hyper cool. Ah, moi je préfère SummerSlam. Je préfère SummerSlam. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors à la place de Michaels contre Razor en 95, c'est très étonnant. Il y a un catcheur que Vince McMahon a toujours bien aimé, il a jamais trop su quoi en faire avant 96, c'est Sid. Sid qui était catapulté à son arrivée en 91-92 dans une feud avec Hogan. Il est important dans le Rumble 92, il part. Et là, il revient remplacer Nash au poste de garde du corps de Michaels. Et Shawn devait affronter Sid pour continuer la feud qui a été lancée après WrestleMania. Finalement, ils se sont rendus compte que c'était peut-être un peu naze, parce que la carte de SummerSlam, elle est super naze. Elle est super naze. Match de derrière les fagots qu'on a tous les deux envie de vous pousser à voir, c'est le Kid contre Hakushi, qui est très bon. Autrement, à SummerSlam 95, le match par équipe. Alors, il y a un truc incompréhensible, je crois que tu le sais, toi, ça, pourquoi ? Pourquoi Owen et Yoko, qui sont champions, ne défendent pas... Aucune putain Ah bon d'idée. Alors, ils étaient pas censés affronter les... Ah si, je l'ai lu récemment, ils étaient censés affronter les Allied Powers. Les Allied Powers, oui. Mais ils ont décidé qu'en fait, non. Alors c'est de la gueule pourtant, Owen et Yoko contre Luger et le Bulldog. Ouais. Mais le pourquoi du comment, je sais pas si c'était pas une punition justement sur les taux d'achat assez moindres des derniers pay-per-view et de se dire, bon, en même temps, s'ils sont pas sur la carte, ça change rien de toute façon, donc ils les ont pas mis. La carte... Ah non, c'est pour que tout le monde ait des bonus de pay-per-view. D'accord. C'est ça, c'est mettre une autre équipe. Il y a un match par équipe. Le match par équipe, c'est les frères Blue contre les Smoking Guns. C'est ça, et c'est pour que le moral de la locker room aille mieux et de montrer que d'autres équipes peuvent avoir des bonus aussi de pay-per-view. C'est exactement pour ça. On a eu une question sur les réseaux sociaux, parler de la division par équipe en 95. La WWF, il n'y a rien à dire. Il y avait les frères Blue, les Guns, Owen et Yoko. Men on a Mission au début d'année. Les Forces Alliées. Les New Rockers, c'est 96. 96. Ouais. À la fin de l'année, il y a Skip. Les Buddy Dan. Ouais, oui, Skip et Rad Radford. Ouais, c'est ça au début. Les God Shrinkers. Non, les Shrinkers s'en vont. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien, je pense aux séries. Non, il n'y a pas du cul. Non, il n'y a que dalle, il n'y a rien à dire sur Il y a Owen et le Bulldog, oui, tu l'as dit, en fin d'année. Ouais.
Non, Non, il n'y a que dalle, hein. Non, franchement, il y a encore One Head Bulldog, c'est plus 96. Hein. C'est plus 96. Ouais. Bon, bref, il n'y a rien, les gars, hein. C'est rien. Il y a un horrible Undertaker Kaba, on en a déjà parlé, c'est SummerSlam 95. Et le main event, Diesel Mabel, ça on va voir tout à l'heure avec le King of the Ring. Donc Michaels qui sort son épingle du jeu encore une fois après le Rumble 95, après WrestleMania 11 contre Nash, après Ignorance avec Jeff Jarrett. Là il fait un match de fou contre Razor à SummerSlam 95, et là c'est le drame. Le début de la saga de l'arrogance de Shawn Michaels à Syracuse, à New York. Il se fait agresser. Parce alors, gratuitement. Non, alors Michaels, l'histoire veut qu'il a dragué la meuf d'un GI américain. Il s'est fait défoncer dehors, sur le parking du bar. Il y avait le Bulldog et le Kid, on sait pas ce qu'ils ont foutu, mais ils étaient là. Pleins comme des ânes, ils n'ont pas pu l'aider, surtout. Et Michaels a une gueule affreuse. Il peut plus défendre le titre intercontinental et il le donne à Shane Douglas. Alors, qu'est-ce qui se passe après pour Michaels? Une storyline qu'on te laisse nous relater. Alors déjà, l'histoire veut qu'en fait, il voulait pas affronter Shane Douglas du tout et qu'il profite de Syracuse pour juste donner la ceinture à Douglas, qu'il a perdu d'ailleurs le soir même contre Scott Hall dans un squash. Ouais. Non bon, bref, encore une fois avec une souplesse dorsale, il gagne Razor d'ailleurs. C'est vrai. Eh ben, tant qu'à faire. Même pas de la deuxième corde. Voilà, pour enterrer Shane Douglas, c'est parfait. Et donc après, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le pauvre Michaels, on sait pas s'il va pouvoir recatcher un jour. Et il revient parce que il est courageux. Moi, je trouve que c'est un truc qu'on dit pas assez souvent sur Shawn Michaels, qu'il est courageux. Et là, pendant un match... Écoutez pas tout ce que vous dit le rabbin, les gens. Tranquille, il y a Owen Hart qui profite de sa blessure récente pour lui mettre un enziguri, un coup de pied dans la nuque. Et le pauvre Michaels... il s'est évanoui en plein milieu du ring. Et ils nous ont fait Tell Me You Like, un clip. On savait pas si Michaels allait revenir. Ah non. Là, encore moins. Là. On savait pas du tout s'il allait revenir au Rumble 96 pour le gagner. Ouais. Et donc Michaels revient pour les Series 95 dans un wildcard match. On a une question de Kevin Barr sur Facebook. Salut Kevin. Salut Kevin, qui nous demande: avez-vous aimé le principe de mélanger heel et face dans un 5 contre 5, alors c'est un 4 contre 4, hein, mon petit chat, au Survivor Series? Et moi j'adore ce match. On adore les Series 95. Ouais. Et ce match est super. Ouais. Michaels fait le match. Hein. Owen Hart et le Bulldog sont hilarants comme à leur habitude. Il y a une image qu'on adore, c'est Sid qui ne vend pas sur un double décompte de l'arbitre. Ouais. Il y a Sid qui a les yeux ouverts, il regarde les lumières sur le plafond de l'arena et il vend pas. On adore cette image. Ouais. Un super match, un super show, les Series 95. On a fait le tour de Michaels. C'était l'année de Shawn Michaels et de Nash, hein, quand même 95. C'était eux qui étaient au sommet. On a couvert Nash et Michaels. Bret Hart. Non, un Bret Hart. Ah bah oui, il faut parler de Bret aussi. Bret Hart qui est l'autre catcheur avec Shawn Michaels à faire des matchs de ouf toute l'année. Même contre des adversaires auxquels on s'attendait pas. Et pourtant le pauvre. Hein. Et le pauvre. Alors moi, on en a parlé hors antenne. Bret Hart, c'est le premier qui fait une Batista en 95 parce qu'il passe quand même l'année à se faire enfiler. Il perd. Enfin non, il y a un match nul au Rumble 95 parce que les deux faces se font enfiler par leurs rivaux respectifs qui font des interventions. Bon bref. Un finish contestable mais un match excellent. Il se fait enfiler déjà en 94 à Survivor Series par son frère. Bien. Il perd le titre à cause de son frangin. Ouais. Ensuite, il se fait enfiler par Lawler qui, après avoir perdu Lawler au King of the Ring, ramène son dentiste. Hein. D'ailleurs, c'est les débuts de Kane, hein, Isaac Yankem. En 95, il fallait le préciser, Kane est quand même là depuis l'été 95. Et la WWE, c'est quand même taré. Il se fait pendre au corps par Isaac Yankem. Il se fait voler sa veste de cuir par Pierre-Carl Ouellet. Ça, c'est vraiment pas sympa. Une storyline incroyable où Bret entre en rivalité avec Jean-Pierre Lafitte, donc c'est Pierre-Carl Ouellet, Pierre des Co-Bakers, PCO, qui lui vole son blouson. Hein, et donc c'est une feud qui est. Il se fait enfiler par Akushi à cause de Lawler, enfin bon bref. Et il finit par gagner le titre contre Nash en 95. C'était le début de la fin pour Bret. En 1995, Michaels commence à prendre la place de top face. Bret Hart aime pas trop ça. Ça commence à sentir l'embrouille. Bret aime pas la clique. Il refuse une place dans la clique. Après, il y a l'année 96, ça on va pas la couvrir avec WrestleMania 12. Mais c'est le début de l'aigreur de Bret vis-à-vis de WWE qui va amener au Screwjob de Montréal. Bret Hart, qu'est-ce que tu as à nous dire sur son année 95 à la WWF? Il est utilisé comme un cul. Bon, après, c'est. J'allais dire, c'est pour laisser la place aux autres, mais au final, il n'y a personne d'autre, à part la clique. Il y avait la place largement pour faire autre chose pour Bret que Jerry Lawler pendant une grosse partie de l'année.
Et ce feud incroyable là contre Ouellet. Et c'est, tu vois, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur les storylines qui étaient déjà d'une autre époque. La WWF, ils avaient toujours pas compris que les gens voulaient voir autre chose, un truc un petit peu plus... merde, trouve-moi le mot, je l'ai pas. Tu te démerdes. Allez. Non. Un truc un peu plus pas récent, mais novateur, voilà, tu vois, ouais. dans l'air du temps. Innovant, voilà. Oui, un petit peu edgy, comme on dit en anglais. Je voulais pas dire edgy pour pas faire que des anglicismes non plus. Ah, faut dire qu'on est en pleine transition entre la Hulkamania et l'Air Attitude. Ouais. Ils ont placé la nouvelle génération et c'est un trou noir de... C'est lamentable. Parce que Brett et Michael, malgré tout leur talent, c'est nos deux catcheurs préférés respectifs, on va le dire, n'ont jamais ramené de pognon. Hein, à la WWF, c'est pas Hogan, c'est pas Austin. Hein, voilà, entre les deux. Et c'est bien pour ça que Brett, on lui a pas donné, je pense, la torche qu'on a essayé avec Nash, parce que McMahon se disait que Brett, il ramenait pas assez de pognon. Mais après, tu vois, 95, la nouvelle génération, tous les nouveaux arrivants où ils essayent de faire des stars, il y a qui? Il y a Mentor, il y a Man Mountain Rock, il y a T.L. Hopper. Il arrive en 95 ou 96? 96, je crois. 96, on s'en fout. Il y a quoi d'autre? Il y a Isaac Yankem, le dentiste. T.L. Hopper, c'est le plombier. Il y a le Goon qui est là aussi. Il y a le Goon. Il y a Doug Drosy qui est toujours là. Hein. Il y a Doug Drosy, les boueurs. Il y a Fantasio, le magicien. Non mais attends, sans déconner, à un moment donné, tu fais quoi là? C'est le Pôle emploi ou quoi, la WWF? Donc à un moment donné, c'est aussi pour ça que ça marche pas du tout. Parce que c'est super naze, c'est Bob Holly, le pilote de course, même s'il est déjà là en 94, c'est qu'à un moment donné, ils y sont plus, quoi. Et c'est ce sur quoi la clique gueule, aussi, ils sont là, mais à un moment donné, laissez juste les mecs être des catcheurs, quoi. Ils ont pas besoin d'avoir un métier et de se dire, tiens, pour arrondir les fins de mois, j'ai qu'à aller catcher un petit peu, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça participe beaucoup au fait que l'année 95, c'est... pas non plus... c'est pas Byzance, quoi. Ouais, alors Bret Hart qui est là toute l'année, hein, qui est absolument toute l'année, il fait ce qu'il peut des matchs à voir. Nash, 2 fois, on l'a déjà dit, en Bubble Series. Bret contre Akushi, je sais plus quel House, vous regarderez sur Wikipédia, le premier. Ouais. Bret contre Akushi, excellent. Et surtout, Bret Hart contre le British Bulldog à House, hein, pour le championnat, donc c'était en décembre 95, un match incroyable, complètement différent de Wembley en 92. Rien à voir, Bret s'ouvre la gueule, entre guillemets accidentellement, ils n'avaient pas le droit de s'ouvrir. Un Bret Hart au top in-ring, comme il a toujours été jusqu'à ce qu'il passe à la WCW. Mais c'est vrai que c'est pas non plus Byzance, comme tu disais, des storylines pourries, le dentiste, le pirate, enfin bon bref. Et puis même son règne, il sert à rien, c'est vraiment un champion de transition en attendant Michaels, quoi. On lui donne la ceinture, tiens, garde-la parce que c'est Michaels le prochain. Hein. Donc il est pas crédible une seule seconde, Bret, et c'est bien con. C'est super con de pas faire confiance plus à un mec comme Bret qui a jamais déçu. Il a quand même jamais déçu. Oh non, c'est pas la WWF, en tout cas, il a... Ouais, On a couvert donc 3 gros sujets. Il y a d'autres gros sujets à couvrir hein, sur l'année 95. On va revenir à des choses un petit peu moindres. On a une question de Aurélien Olas sur Twitter. C'est notre ami Kid Caverne qui nous suit depuis longtemps, parce qu'on a commencé sur Catchland il y a quelques années où il officiait. Barry Horowitz. Salut Aurélien. Alors ça, Barry Horowitz est-il vraiment le père de Rabbi Mentor de toi, mon chéri? Alors est-ce que c'est son papa, Barry Horowitz? C'est un oncle. C'est un oncle, hein? D'accord. C'est le frère de mon père. Barry Horowitz en 95, le push inattendu de l'année. Barry Horowitz qui est jobber pour la WWF à l'époque depuis... J'aurais pu prendre l'info, tu vois, si j'avais mieux préparé l'émission quelque part. Un jobber depuis près de 10 ans. Oui. C'est le jobber préféré de la WWF avec le Brooklyn Brawler. Et sur les territoires, il s'appelait Bret Hart. Exactement, il a commencé en s'appelant Bret Hart. Qui est pas un mauvais catcheur, hein, Barry Horowitz, il fait le job. Oui. C'est un bon jobber. Hein, il adore ça, il a toujours dit qu'il fallait des gens pour perdre. Et donc, moi, mon boulot, c'est de perdre. WWF veut créer de nouvelles stars, il pense à Barry Horowitz. Et là, il entre en feud avec Chris Candido. Est-ce qu'il y a des choses à retenir à part leur bon match de SummerSlam 95? Non. Ça n'a pas marché, hein. Les gens s'en foutent de Barry Horowitz. En même temps, ils lui foutent une musique juive traditionnelle, une étoile juive sur le dos, une étoile juive sur le slip. C'est bizarre de se dire tiens on va essayer de faire quelque chose et puis ces photos de promo, on dirait un nerd de l'époque avec sa chemise boutonnée jusqu'en haut. Là tu penses à sa promo au Rumble 96 où il dit qu'il va gagner. Mais voilà. même ces photos de promo à chaque fois il était comme ça tête. Mais enfin bon bref, les gens étaient contents parce que c'est toujours le culte de l'underdog. Est-ce que tu vas gagner? Hop, il gagne son premier match en 10 ans, les gens étaient fous. Mais c'est pas Barry Horowitz qui va te faire changer ta promotion à un moment donné.
quand même. Donc Avec tout le respect que j'ai pour mon oncle. Hein. Et donc, c'est ce que j'allais dire. L'info importante à retenir aujourd'hui, dans la fabuleuse histoire du catch américain, c'est que c'est ton oncle, Barry Salut Horowitz. tonton. N'oubliez pas d'envoyer donc des tweets avec le hashtag FHCA ou sur mon profil @Norbert Feuillant. Envoyez-nous des mails sur la page Facebook de la fabuleuse histoire du catch américain. On va enchaîner avec encore des petits détails comme ça de l'année 95. C'est un point, moi, auquel je tenais, c'est le début de Goldust en 95. C'est hyper important. Hein. C'est très très important, le début de Goldust. Moi, j'ai souvent dit, est-ce que Goldust n'est pas arrivé un peu trop tôt? Est-ce qu'il aurait pas mieux fait d'arriver fin 96, au début de l'Attitude Era? Est-ce qu'un mec comme Pillman, au King of the Ring 96, et Goldust fin 95, on va rester sur Goldust, c'est pas un pionnier, c'est pas annonciateur de l'ère Attitude qui va arriver? Parce que Goldust, qui sur le papier est un gimmick pourri, c'est quand même un travelot critique de film. Hein, oui, c'est infernal. C'est un critique de film travelot, mais il va prendre ce gimmick à bras-le-corps, il va en faire quelque chose d'incroyable, surtout à l'époque, il est très osé, très controversé, très edgy, et surtout la WWF est contente, parce que la WWF ne veut pas faire savoir que c'est le fils de Dusty Rhodes, parce qu'avant à la WCW, Goldust catchait sous le nom de Dustin Rhodes, et vu que c'était vraiment le pays de Dusty Rhodes, il faisait bien de catcher sous son vrai nom, mais là on a un personnage qui... je me souviens d'une promo de lui avec Vince McMahon à Raw, où il va voir Vince et lui dit: est-ce que t'es content de me voir ou c'est un micro supplémentaire que t'as dans ton caleçon? Pour l'époque c'était trop tôt. Goldust, est-ce que un personnage important pour la direction que va prendre la WWF ensuite? Oui, mais il y a pas mal de gens qui se demandent si c'est pas même le début non officiel de l'Attitude Era. J'ai lu ça aujourd'hui, je crois d'ailleurs, je sais plus où. Mais il y a des gens qui se posent la question parce que oui, c'est trop tôt. Là, comme tu as dit pour Pillman, Goldust, c'était trop tôt parce que en 96, il fait du bon taf. Contre Scott Hall, c'est hyper bien cette feud, même si Scott Hall était pas hyper content parce qu'il était, mais je suis pas homophobe moi. C'est quoi le souci? C'est une belle façon de. Je veux bien affronter Goldust, mais je suis pas homophobe, hein, voilà, donc c'est un peu con. Contre Piper, c'est super cool. Après, c'était vraiment novateur, même contre Ahmed Johnson, quand il fait le bouche à bouche, c'est des trucs que tu voyais pas. Au moins, ça prenait une direction que t'attendais pas de WWF, et c'est quelque chose de nouveau que tu vois dans ta télé, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins c'était pas un éboueur qui disait c'est l'heure de sortir les poubelles. Ça c'était super. Putain, bon voilà. Non, Goldust c'est hyper important. Ouais. Goldust qui, là tu as fait référence donc à des storylines avec Razor, avec Ahmed, ouais. Qui sont en 96, en 95 il débute contre Marty Jannetty à In Your House, et après il va vaincre aux séries ce pauvre Bam Bam Bigelow à qui on avait promis un push, tout ça pour qu'il job en 3ème position sur la carte. Horrible match. Face, horrible contre Goldust qui était pas à l'époque, Goldust qui s'est bonifié avec le temps dans le ring. Et qui s'est pris surtout à la gimmick, il était encore à ses débuts, et je pense, et j'ai lu, hein, mais je pense aussi hein, que c'est dur de se mettre dans le personnage aussi vite, tu vois. Ahmed Johnson. Oula. Nouvelle star. Le bon copain. Ahmed Johnson. Alors, comment on pourrait, sans manquer de respect à Ahmed Johnson, bien s'il nous écoute jamais, mais comment vous dire, Rabi et moi, on se connaît depuis 12-13 ans, et on a quelques catcheurs comme ça, qu'on met dans une catégorie à part. Ahmed Johnson en fait partie, un des pires main eventers de l'histoire de la WWF, en termes de charisme, tout ce que très bien, hein. Très bon physique, bonne gueule, gros charisme, bonne storyline pour commencer, c'est le deuxième mec qui soulève Yoko, c'est bien, même une fois que la cloche sonne, c'est une catastrophe Ahmed Johnson, ça n'a fait aucun sens. Ses promos sont infernales, son look, quand il est pas en habit de il avait catch. toujours son bandana sur la tête, il a pas un anneau dans le nez, ou je confonds avec un buste. Je crois qu'il avait un anneau dans le nez, mais enfin c'est infernal. Non mais sinon Ahmed Johnson, c'est pas possible ce mec. Après je comprends que tu te dises quand tu le vois, il y a quelque chose à faire avec ce mec, en plus afro-américain, tu te dis ça a marché, ça va amener une nouvelle démographie pour WWF, mais bon. Et surtout le mec était tout le temps blessé, quoi. À un moment donné c'est pas possible. C'était Edge avant l'heure. Ça a mal commencé, ça a mal fini, oubliable, vous allez en bouffer si vous regardez les années 95 de Ahmed Johnson. Oui, il arrive tard. Il arrive tard, ça va. Et horrible match contre Goldust au King of the Ring 96. Hein, d'ailleurs. Horrible match partout. En fait, c'est horrible match au
insérer le show et le catcheur et c'est horrible à chaque fois. On se souvient aussi de ta super storyline avec Stevie Ray et Booker T à la WCW en 2000. C'est ça, pour le T, quoi. Big T, tu peux plus t'appeler Booker T, c'est moi qui ai les droits du T. Ahmed Johnson, on oublie, on va pas y passer la soirée, on va pas vous gâcher votre soirée FHCR. Alors, avant de revenir à un gros point très important, il nous en reste deux à couvrir. Je voulais parler des débuts de Triple H également. Triple H qui commence en 95, plus ou moins inaperçu finalement. Ouais. Il a un gimmick que Vince McMahon affectionne, c'est un bourgeois français qui se la pète un peu, même gimmick pratiquement qu'il avait à la WCW, mais il se lie d'amitié avec des gens. Très rapidement. Il est malin. Il est malin. Et c'est le début de Triple H à la WWF. Il finit son premier match sur un Diamond Cutter. Ouais. Il fait des spinning wheel kicks. C'est un catcheur complètement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Ça. Et Triple H qui est repéré tout de suite par la clique. Et Vince McMahon. C'est surtout lui qui se fait repérer par la clique. C'est lui qui voit Michaels. Ouais. Après, je sais plus qui c'était DDP ou un des frères Steiner qui lui a dit si tu veux que ça marche là-bas, tu vas voir ces mecs-là. Il allait voir Michaels, il a fait il paraît que c'est avec vous que je dois traîner. Ouais. Et les mecs ont fait t'aimes faire la fête, des trucs comme ça. Pas spécialement, je bois pas, je fume pas, je prends pas de pills. Ok, tu vas conduire. Et en gros, c'était le driver. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Et puis le mec aussi, encore une fois, c'était un mec qui pensait business, chier business, bouffer business. Donc forcément, voilà, il était parfait pour la clique vu que c'était lui qui conduisait et il rentrait dans le moule de la mentalité de la clique. Et donc rien de signaler en 95. Un bon match contre Bob Holly. SummerSlam. SummerSlam, il est pas trop mal. Ouais, il est pas trop mal. Et après, il va se faire casser la gueule aux Series. Dans l'équipe de la royauté, donc c'est Jerry Lawler, c'est Hunter, c'est Mabel qu'on va couvrir juste après, et le dentiste, voilà, contre le Bond Street Crew. Voilà. Il y a Taker Kane d'ailleurs. Il y a Taker qui affronte Kane, en effet. C'est la première fois qu'il y a Taker Kane. C'est un match 2 ans avant. Pas obligé de regarder par contre. C'est Taker, Savio, Henry, Godwin et Fatou. Qui voulait faire une différence à l'époque, ce bon vieux Fatou, qui était un rappeur positif. C'était, je pense, 95 quoi. 95 qui est l'année de Wrestle Crap quand même. On connaît ce site qui nous a beaucoup fait rire il y a 10 ans, tenu par R.D. Reynolds qui a écrit un bouquin génial, La mort de la WCW, qu'on vous conseille. Oui, il est très bien. Ils ont sorti une réédition d'ailleurs avec des nouvelles notes 10 ans après pour le 10e anniversaire du bouquin. Il est excellent. Il faut voir le site Wrestle Crap, je sais pas s'ils ont des archives ou je sais plus, mais ça se trouve, ça se télécharge illégalement. Avec des gimmicks incroyables, beaucoup de 95, on peut citer IRS, Mentor, dont Rabi a pris le nom. Non, c'est un oncle, mais du côté de ma mère. Ah, c'est un oncle du côté de ta mère. Oui. D'accord. En fait, c'est mon nom de famille. c'est mon vrai nom de famille. Rabi Mentor. Oui. D'accord. Quel héritage, Barry Horowitz, Mentor, bravo. Eh ben alors. Dans les débuts, il y a Shane Douglas, on s'en fout, on a couvert un petit peu. Ouais. Alors l'autre gros point important, le King of the Ring 95. Alors ça, c'est en plein milieu d'année. C'est un tournant de l'année. C'est un tournant de l'année pour le pire. Et je pense que les gens... Et pour le meilleur surtout. Quand les gens disent que 95 est une année de merde, je pense qu'on est tous traumatisés par la victoire de Mabel dans le tournoi. Alors que dans le tournoi, il y a Michaels. Dans le tournoi, il y a l'Undertaker. Et il devait y avoir Razor surtout. Il devait y avoir Razor. C'est lui qui remplace... il est remplacé par Savio. Mais t'imagines, un tournoi où il y a Razor, Taker et Michaels, Mabel qui était un rappeur avec Mo et Oscar de Men on a Mission, ils ont tourné Hill. Super Heel Turn. Super Heel Turn. Mais dans la division tag. Voilà. C'était super en fait. Et après Mabel qui prend la couronne pour feuder contre Nash. Alors, quelle idée de se dire on va mettre Nash, on sait pas qui il va affronter. On va mettre Mabel. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore la trick que Vince McMahon peut avoir pour les gros tas de merde. Et il s'est dit, il me faut une nouvelle star, et Mabel, mais pourquoi pas Mabel quoi. Le seul truc, c'est que c'est une des rares fois où je pense McMahon a vraiment écouté la foule. Ils sont à Philadelphie. Et c'est exactement pour ça que c'est important, King of the Ring. Le King of the Ring, il est fascinant ce show parce que ça montre tout ce qui est mauvais en 95 pour WWF. Et c'est le signal d'alarme. Hyper important pour Vince McMahon où il se rend compte. C'est là qu'il a entendu parler pour la première fois de CW. Ouais. Parce que les gens,
scande CW pendant son show, quoi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il chante là? C'est con. Hein. Attends, il y a Mabel dans le ring, à un moment donné, je comprends pas, quoi. Qu'est-ce qu'il chante? C'est con. Et je pense que ça lui fait un petit peu, la sonnette d'alarme où il fait, bon, c'est peut-être de la merde ce qu'on fait là, à un moment donné. Et ça amène Bill Watts. Mais bon, ça, on reviendra dessus. Après, on va juste parler de King of the Ring, après tu parleras de Bill Watts. Le King of the Ring, Michaels, Kama, match nul. Incompréhensible. Et puis en plus, c'est pas terrible hein, pour du Michaels. Est-ce que c'est le Bret Hart Bob Backlund de Shawn Michaels? Je parle du WrestleMania 11. Ouais, c'est un match... Bret Hart qui trouve que c'est son pire match de pay-per-view ever, Backlund de WrestleMania 11. Et Taker part au premier tour. non, mais alors ça contre Mabel. C'est encore un truc que encore aujourd'hui, je saisis pas que ce soit pas la finale, quoi. Ah ouais. C'est invraisemblable. On se disait qu'on prépare l'émission, admettons, tu veux vraiment pusher Mabel, t'as le couteau sous la gorge. Pourquoi il bat Savio? Ok, il fait 4 matchs dans la soirée, Savio Vega. On fait l'underdog, en effet, t'essayes de le pusher, mais tu le fais perdre en demi, à la limite. Tu mets Taker en finale, enfin, battre Taker en finale, ça donne justement encore plus que de battre Savio qui a fait 4 matchs. Ton Mabel, il passe pour un monstre heel. Non, le mec, il a pas un bail. Non. Si, Mabel, il a un bail. Oui, avec Kama en plus. Avec Kama et Michaels. L'autre, il fait 4 matchs, lui, il en fait un. Bon, il bat Taker, d'accord. Mais à un moment donné, que c'était là, déjà, personne comprend qu'il ait battu Taker. Et après, il bat un mec qui est rookie, qui a gagné 4 matchs, d'accord, mais contre qui? Il bat IRS, le Roddy. Qui bat Savio? Oui. Voilà, enfin. oui. J'en ai aucune idée. J'ai oublié. Pourtant, on l'a regardé un paquet de fois chez Quinquin, qu'on salue. Notre ami Quinquin, avec qui on a commencé le CLPod il y a quelques années, qui est au Japon. Et on salue sa famille également. On l'avait regardé nous 2 fois, on s'était dit allez, on le regarde. On n'a jamais tenu jusqu'au bout. C'est à chier. Et il bat le Roddy, il bat IRS en Dark Match, en pré-show. IRS, Roddy. Et il bat, je sais plus qui y a après. Peut-être Bob Holly. Bob Holly. Allez, bref, hein, c'est pas grave, mais c'est vraiment hyper. Tout est mauvais. Dans ce show, tout est mauvais. En plus, c'est quoi le main event? C'est un tag, non? Le main event, c'est Tatanka et Sid contre Nash et Bam Bam. Et Bam Bam. Et c'est à chier aussi. À un moment donné, qu'est-ce que c'est que cette affiche, quoi? À un moment donné, c'est complètement ridicule. Ah non, c'est une affaire. Et en plus, donc, un run de King of the Ring de Mabel aussi bon qu'il le pressentait. Parce que le match contre Nash est absolument ignoble. Il manque de le paralyser. Le paralyser. Raconte-nous cette histoire, tonton Rabi. Alors, l'histoire, c'est que. Non, on veut l'anecdote de Papy Rabi. L'histoire que Kevin Nash m'a racontée. Oui, Papy. Eh bien, il avait des problèmes de dos à l'époque, notre bon vieux Kevin. Et il lui dit surtout ne fais pas ce spot où tu te laisses tomber avec ton gros cul sur le dos des gens. Il adorait faire ça. Mabel adorait faire ça. Une sorte de banzai drop, mais tu n'es pas sur les cordes, tu te laisses juste tomber. Nash lui fait ne me fais pas ça, espèce d'enculé. Mabel fait ok. Et pendant le match, ce con de Mabel oublie. Et il lui fait. Et c'est bipé, je crois, sur le network, mais tu entends Nash qui fait Motherfucker! What are you doing, motherfucker? Fuck! Et a priori, le pauvre Mabel s'est senti tout con. Il fait oups! Je crois qu'on m'avait dit de pas le faire. Et qu'est-ce qui se passe en coulisses après, quand Mabel rentre en coulisses? Nash lui fait Motherfucker! T'as failli me paralyser, je sentais plus rien dans mes jambes. Ce qui est vrai, a priori. Oui. Et Vince McMahon arrive avec les papiers pour virer Mabel. Il avait le... Ah oui, tout prêt. Il était un connard. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as niqué mon champion, quoi. Et c'est Nash, a priori, qui a fait non, laisse-le vivre encore. Si vous aimez Papy Rabi, si vous voulez que Papy Rabi fasse partie de la fabuleuse histoire du catch américain, hashtag FHCA, vous pouvez nous envoyer des messages sur la page Facebook de la fabuleuse histoire ou sur mon compte Twitter. Ou sur le hashtag Papy Rabi. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est le hashtag, le mot dièse, hein, comme on dit au Québec. Dièse. Le mot dièse. Mot dièse. Mabel, qui après contribuera à une storyline qui... on comprend pas trop comment c'est... Bon, ouais. Yoko et Mabel qui vont venir casser le visage à la fin de l'année de l'Undertaker. Ouais. Grand coup de descente de la cuisse dans la face. Ouais. L'Undertaker qui va revenir avec un masque Rumble, on sait pas. Series. Pour rien. Hein, voilà, non, il oui, il s'est vraiment pété le...
un os. Ah oui, ça, je sais bien, mais ça sert. mais c'est il a pour toujours ses cheveux devant la gueule. C'est, Ouais, oui, bon. Ouais, mais c'est pour le protéger quand il Eh catch. ben, je crois que je savais pas que c'était legit. Heureusement Non, heureusement qu'il y a mon juif, il y a mon Ouais. expert avec moi pour l'émission, en tout cas mon rabbi. C'est legit, c'est que Taker il prend pas de time off, lui. Il s'en fout, lui. Avant de parler d'un peut-être dernier ou avant-dernier gros point sur 95, on avait demandé, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous proposer des thèmes d'émission. Il y a Jordan sur Twitter qui nous suggère un thème sur les Monday Night Wars. Ce serait pas mal, pourquoi pas. On y réfléchira. Après, ça a été super vu, revu. On dit ça, mais l'année 95, il y a plein de bouquins qui existent dessus déjà, tellement c'est une année bon, cultissime pour les mauvaises raisons. Frédéric Daror, un collègue bordelais, qui nous propose les gimmicks les plus pourris. Ça, je trouve ça super. On pourra faire une émission top 10 où on a chacun nos top 10 des gimmicks les plus pourris, ou alors des gimmicks pourris qu'on préfère, je sais pas, on verra. Ça, c'est une bonne idée. Voilà une idée qu'elle est bonne. Dans les nouveaux arrivants de 95, dans les pétards mouillés de 95, comme tous les nouveaux de 95, Ah oui. il n'y en a pas un qui a Mais fonctionné. Hunter. Hunter, ouais, Ouais. Hunter. Et encore, il a fallu changer de gimmick. Ça a été un travail de longue haleine. Hein, C'est quand un même, hein. travail de longue Ouais. haleine. Nelson Pereira sur Twitter, qui est un de nos plus grands fans depuis toujours, qui nous dit: dédier une petite partie à Hakushi parce qu'il déchire sa mère. Et simplement, merci d'être de retour. Merci à toi de nous suivre, Nelson, et de rien. Merci. Ça faisait longtemps que ça nous titillait. Hakushi. Ce que je comprends pas, c'est que WWF n'a pas souvent réussi à bien booker ses étrangers. Yokozuna dans une moindre mesure, alors que c'est un Samoyen qui est dans la famille WWF depuis toujours. Hakushi, c'était prometteur parce que workrate super, gimmick et thèmes musicaux super au point, un produit marketing génial, et je peux même pas dire si ça a marché ou non parce qu'ils ont arrêté en plein milieu. Il a comme fait un match super, il bat le Kid à SummerSlam 95, il bat Bret Hart. Il tourne face Une d'ailleurs au race, SummerSlam. Il tourne face en se joignant à Barry Horowitz. Ils auraient pu, et non. Et je sais pas si c'est une histoire de contrat, j'ai pas d'infos là-dessus. Et Hakushi, en tout cas, oui, nous on aime bien Hakushi, la fabuleuse histoire du catch américain. Et non, Hakushi, qui a fait des super matchs. Il n'y a rien à dire sur sa carrière à la WWF. Bah, après, Super bien. Mais c'est l'histoire des catcheurs, surtout asiatiques, Ouais. chez WWF. Ils en ont rien à foutre. Hein. Mais c'est un truc de fou. Mais parce qu'il faut leur donner un gimmick où, genre, tu manges de riz en dang. C'est hyper Ah, raciste. bonjour, un menu 23. Voilà, c'est hyper raciste chez WWE. Regarde tous les blacks. On salue Yoshitatsu, d'ailleurs, Ouais, qui nous écoute. Le Mais pauvre. la plupart des blacks, ils ont quand même eu tous des thèmes de rap. Ouais, c'est vrai. Tu regardes, à un moment donné, Crime Time, quoi. Sans déconner. Tu peux pas trouver mieux dans les années 2000 que de faire Crime Time pour des noirs, quoi. C'est la bonne blague. Pour en revenir aux questions sur les réseaux sociaux, sur Twitter encore, il y a 15-2 qui me suit dans mes émissions de la Ring of Honor. Rabi, ça c'est toi qui connais ça, moi je suis pas très fort pour ça. Le salaire et le temps de repos des catcheurs en 95 par rapport à 2015. Alors, le temps de repos, je pense, est moindre, vu qu'ils passaient beaucoup plus de temps sur les routes. Ils partaient parfois 3 semaines d'affilée sur les routes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils sont au moins 2 soirs, je pense, s'ils peuvent 2 soirs par semaine chez eux. Ça, à l'époque, c'était un peu hyper cool. Par contre, la différence, c'est... Ce silence, parfois au fond de moi. Oui, On salue Michel Polnareff. Salut, vivement ton nouvel album. Ah bah ça me tarde. Hein. Voilà. Et la différence, donc, c'est les contrats garantis, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui n'existaient pas en 95. Et en gros, c'était selon la recette des house shows, tu étais payé à la recette. Et vu que les recettes des house shows étaient pourries en 95, vu que personne venait, même au Garden, ils ont réussi à faire des shows absolument lamentables. Mais forcément, ils étaient pas beaucoup payés, à part pour les pay-per-view. Mais vu que les pay-per-view n'ont pas été, franchement, non plus été super achetés. Pas été, franchement non plus été. Ouais, mais je fais des phrases un peu marrantes, c'est parce que je lis en même temps. Par exemple, et j'ai le chiffre là dans ma tête, je crois, SummerSlam, c'est 205 000 achats. Alors que l'année d'avant, c'était quand même 300 000. On va profiter de la question de 15-2, voilà. Attends, le pire, c'est les séries. 128 000 achats, 254 000 l'année d'avant. Quoi. Et on Deux va fois moins. justement Incroyable. profiter de la question de 15-2 sur Twitter. Fais-nous un petit point chiffre, s'il te plaît, sur l'année 95. C'est très important. C'est toi, t'aimes bien ces trucs-là en plus. Oui, les chiffres, c'est parce que des chiffres parleront mieux que moi. Ouais, Voilà, absolument. tout le monde, parce que j'ai beaucoup de mal. Le Rumble, il est 225 000 achats. C'est quand même beaucoup moins que 2 ans avant. C'est un peu plus que l'année juste avant. C'est 225 000. En 93, c'est 300 000. Oh là par là, le exemple, chiffre hein. de King of the Ring.
WrestleMania, c'est 340 000 achats. L'année d'avant, c'était 420 000. Ça Ouais. fait quand même 80 000 en moins. King of the Ring, 150 000. C'est 35 000 que de moins que l'année d'avant. Alors là, je regarde, il a tout un tableau avec toutes les années, et je crois que le King of the Ring 95, c'est le plus petit chiffre. Alors je vois de. Oui. Là, tu avais fait. Voilà, là sur l'écran, tu as de 88 à 2003 qui s'affiche. Ouais. 2003, ça pue. Voilà, par exemple. Mais jusqu'à 2002, je crois que c'est le plus petit chiffre, le King of the Ring 95. Ah ben oui. En 2003, il n'y en a pas, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffre. Le King of the Ring, c'est... D'accord, oui, c'est vrai, pardon, autant pour moi. Non, C'est pas. Autant pour moi. Oui, 150 000 achats, c'est le plus petit de tous les temps. Et 205 000 pour SummerSlam, c'est quand même aussi le plus... Non, l'année d'après, ils font 157 000. Hein. Ah ouais. SummerSlam 96, pourtant il est bien, moi j'aime bien. Enfin non, il est pourri, Non, mais il est pas terrible. j'aime bien Undertaker, ouais, moi, j'aime pas ce Michael match, moi, Vader, non, j'aime pas. c'est cool. Mais des séries, c'est pourri aussi, pardon. J'avais pas vu. les 128 000, pourri. Les séries, par contre, c'est le pire, je pense, de tous les temps. Je regarde 128 000, oui. Est-ce que ça, c'est à foutre sur le dos de Kevin Nash? Pas que, c'est la faute à tout. C'est la faute au booking, c'est la faute à Nash qui a pas marché avec les fans. Au final, en face, ça a jamais très bien marché, Kevin Nash. C'est la faute à tout. Et puis tu regardes les audiences, et c'est là où c'est aussi très parlant. Alors par contre, j'ai trouvé, on ne peut pas trouver les audiences avant le début des Monday Night Wars sur Internet. Non, c'est introuvable. Si vous trouvez, Enfin, j'ai pas trouvé en tout si cas. jamais vous trouvez, envoyez-nous sur la page Facebook de la fabuleuse histoire du catch américain. Mais donc ça commence en 95 et tu regardes quand même, il faut 4 émissions pour que Nitro batte Raw. C'est le point suivant justement. C'est- Quelle transition. Mais oui, parce que je suis incroyable. Hein, ils font 1.9 le 25 septembre 95, Nitro fait 2.7. Alors qu'à l'époque, tout le monde pensait que Nitro allait se vautrer, mais lamentablement, ça a été... Ça, par contre, je pense que ça a été la surprise du siècle au niveau du catch. Après, le premier Nitro, il n'y a pas Raw en face. Ils sont hyper malins. Il y avait leur histoire de le concours de chiens à la con ou l'US Open. Un truc comme ça. Et ils font 2.5. Ce qui est invraisemblable. 2.5 pour un premier show, les gens n'en revenaient pas, quoi. Puisque tout le monde pensait qu'ils allaient se fourvoyer lamentablement. Avant de revenir à Nitro, Ouais. pour faire la transition pour ce qui va se passer par la suite dans l'histoire de la WWF, une dernière question. Le Jobber sur Twitter qui disent c'est l'année où les pay-per-view ont commencé tous les mois, bonne ou mauvaise chose. Alors c'est vrai que c'est important. En 95, WWF, c'est les débuts de In Your House. Alors pour les plus jeunes fans qui nous regardent et qui sont pas au courant, ça arrive, on s'en fout. On est là pour ça, pour vous apprendre. Avant il y avait que 4 ou 5, ça dépendait des années, pay-per-view par an. Il y avait le Rumble pour sûr, WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series et le King of the Ring de 93 à 2002. Le principe d'In Your House était simple, hein, c'était de combattre la WCW ou d'être préventif, parce qu'à l'époque c'était pas une menace non plus. La WCW qui faisait 9 pay-per-view par an, contre 4 ou 5 pour WWF. Donc ils ont fait un pay-per-view entre tous les mois, quand il n'y avait pas de Rumble ou de WrestleMania ou de SummerSlam ou des séries. Et les pay-per-view à l'époque c'était 29,95 aux États-Unis. Maintenant c'est quoi les pay-per-view 50. C'est 50, c'était 29,95. 50. Ça c'est la photo socialiste. Voilà, socialiste. Bah, Pouvoir socialiste communiste. Ah bah oui. 29,95. Et donc les premiers In Your House c'était à 14,95. Ça durait 1 heure de moins en même temps. Les pay-per-view normaux. Puis 19,95 après. L'intérêt c'était de ne pas être submergé par la WCW qui proposait plus de temps en pay-per-view que eux. Problème des In Your House pour moi, dès le départ, c'est que c'est Nash qui main event les premiers. Quoi. Dans des matchs, le Lumberjack match contre Sid, il y a le Nash Bulldog qui est dégueulasse, il y a comme le tag Nash et Michaels contre Owen et Yoko, contre Bulldog et Yoko. Bon voilà, donc c'est... Ils sont pas mal, il y a des matchs à retenir dans In Your House, Michael Jarrett, Brett Takushi, Brett Lafitte et d'autres trucs. Et la question, donc ça c'est importance historique, c'est que c'est à partir de là qu'on a eu des pay-per-view, en effet, à partir de l'été 95, tous les mois. Bonne ou mauvaise chose, c'est un sujet qui est couvert partout, dans tous les podcasts, chez tous les critiques, on va y amener notre grain de sel à notre tour. Bonne ou mauvaise chose, les pay-per-view tous les mois? Ce serait arrivé à un moment donné, dans tous les cas. Donc, je sais pas. Après, la façon dont WWE faisait à l'époque, c'était des petits shows en fait.
C'était même pas vraiment c'était foutu sur pay-per-view, mais c'était moitié prix. Il n'y avait pas toutes les stars. C'était un Raw amélioré, quoi. Ouais. Après, bonne ou mauvaise chose. Pour eux, à l'époque, c'était pas une très bonne chose, vu qu'ils faisaient des taux d'achat lamentables sur In Your House, comparé même au taux d'achat de WCW. Mais après, dans l'absolu, ce serait arrivé en 96 ou en 97 dans tous les cas, donc... Ouais, donc c'est oui, fatalité. Oui, après, une mauvaise chose, la vraie mauvaise chose, c'est la surexposition à la télé, mais ça, après, c'est plus récent. Pour finir, dernier point important, Lex Luger et l'arrivée de Nitro. Le 4 septembre 95, le début des Monday Night Wars, officiellement, qui commence par un gros boom. Luger vient taper la pause avec Hogan pendant et après le main event. Ben ouais, ça c'est incroyable. Pour te faire entendre et pour avoir de l'importance et faire un impact directement. Putain, la veille, c'était un pay-per-view WWF, je crois qu'il était. Non, la veille, la veille c'est ce SummerSlam, il n'est pas là. Ouais, mais il vient de se faire trahir par le Bulldog juste avant. Il fait un run-in. Oui, pardon, il fait le run-in contre Mo. Et qui rate. Il vient taper Mo. Il y a Nash qui il fait le run-in dans le main event. Nash est obligé de lui mettre une droite parce qu'il arrive trop tôt, Luger. Bon, bref. Et la veille, il est à SummerSlam, le lendemain, il arrive à Nitro. Les gens, ils sont mais d'où ? C'est incroyable. Après, qu'on aime ou pas Luger, c'était quand même une star. Et là, c'est. Hogan pas content. Un coup doux. Oui, mais pas content parce que Luger sourit pendant son arrivée. La promo, ouais. Pendant la promo, et Luger prétend qu'il pensait être hors antenne à ce moment-là. Bon, bref. Début des Monday Night Wars. Ça, c'est toute l'histoire récente. Hein. C'est dans l'ère contemporaine, c'est la chose la plus importante que le catch américain est connu. Et ouais, Luger qui a un run catastrophique à la WWF. Ah, ça. Bien parti, le narcissiste s'apprenait, les gens aimaient le détester en tout cas, enfin, c'était un bon heel. Il y a l'intrépide où il vient slammer Yoko, et après, son push, nouveau Hogan raté, le Lex, ils ont tout mis. Ah, c'est ça, hein, ils ont tout Express, ils ont balancé, il est allé partout pour serrer des mains et embrasser les bébés, c'était il concourait au Sénat ou un truc comme ça, quoi. C'était incroyable. Et malheureusement, les gens préféraient Bret Hart, l'ironie là-dedans, c'est que Bret Hart n'a pas ramené beaucoup d'argent à la WWF, pas autant que des Hogan ou des Cena ou des Stone Cold. De là à savoir si à l'époque, n'importe qui aurait pu ramener de l'argent aussi, mais bon, après on rentre dans un débat, mais vu la période de vache maigre que c'était... Qui aurait pu à la WWF, allez, on va prendre des catcheurs qui étaient même à la WCW, si tu devais ramener un mec de la WCW à la WWF en 95, pour le foutre en main event, tu prendrais qui, toi ? Sting. Chez WWF à l'époque, en super face. Enfin, Sting partout. Ils ont essayé avec Vader après. Ils ont ramené Vader. Ouais, mais WWF, McMahon, lui, il lui faut un champion face. Sting, il aurait été parfait. Il était musclé, il était bodybuildé, il avait la gueule, il pouvait causer, pas non plus un promo guy incroyable. Mais il faisait quand même de bonnes promos, il avait le look, les gamins l'adoraient, exactement ce qui était le programme, la cible de WWF à l'époque. Sting. Et toi ? Flair. Ric Flair. J'aurais dit Ric Flair. Après, c'est assez perso. Flair est plus vieux. Ouais, c'était pas la. Flair est plus vieux. Et j'aurais, si c'était pas Flair, j'aurais fait comme WWF, j'aurais pris Vader. J'aurais fait évidemment autrement. Que ce qu'ils ont fait. Mais Vader, ça colle avec l'amour des big men que Vince McMahon a. Mais alors, qu'il ait jamais été champion chez WWF, lui je comprends pas. C'est impensable parce qu'il était gros, hein, la WCW Vader. Hein, c'était le monstre. J'aurais pris plus que Flair, j'aurais sûrement pris Vader, mais j'aurais essayé de le faire plus tôt. Après, je suis pas je sais pas s'ils ont négocié ça longtemps avant ou pas, mais en tout cas, on peut saluer WWF qui, avant le rachat, ont fait quand même leurs deux plus grosses acquisitions chez WCW, c'est Triple H et Steve Austin. Hein, quand même. Ouais. Steve Austin qui signe en 95 d'ailleurs, ça c'est important aussi, mais il débutera vraiment sous le nom de Ringmaster qu'en janvier 96. Rabi, je t'ai oublié sur un sujet. Tu voulais nous parler de Bill Watts. En fait, c'est vraiment juste une anecdote, hein, parce que moi je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si si les gens le savent tant que ça, mais Bill Watts
a été embauché par Vince McMahon début août 95 pour pallier le départ de Pat Patterson, qui a pris des vacances, je sais pas ce qu'il a fait, bon bref. Et donc c'était son bras droit, mais il lui a donné par contre tous les rênes, en gros créatifs. Il a fait, vas-y, c'est ta barque. Et bon, Bill Watts, c'est ça, il va jamais me laisser tranquillou. Et il l'a laissé un peu tranquillou en fait, Bill Watts. Les premiers temps, ça marchait très bien entre les deux. Aussi étonnamment, je sais pas parler aujourd'hui. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ça marchait plutôt bien. Et puis bon, à un moment donné, McMahon il a fait, c'est à moi quand même, c'est mon jouet. Qu'est-ce qu'on lui doit à Bill Watts? Qu'est-ce qu'on lui doit à Bill Watts finalement? Pas tant que ça, mais cet angle. Justement, une des grandes spécialités de Bill Watts, c'est un truc qui ne ressemble pas du tout à WWF. C'est quand Davey Boy Smith, Owen Hart, Dean Douglas, Yokozuna et Mabel défoncent la gueule de Undertaker, Diesel et Michaels à Raw, où il les laisse les 3 top face en gros de la compagnie sur le carreau. C'est un truc qui se faisait pratiquement et c'est dans ce match où il y a le truc très drôle de Yokozuna. Oui. Alors c'est Michaels et Nash et Taker contre le Camp Cornet. Très belle affiche pour un Raw. Et on vous invite à le regarder parce que Yokozuna nous fait beaucoup rire. On n'était pas au courant que Yokozuna pouvait faire de la comédie et il fait un truc très drôle à l'extérieur du ring impliquant un poteau. Alors regardez ça sur le network de la WWE, c'est trouvable évidemment. Oui, c'est octobre 95 je crois, ce Raw. Mais en tout cas, Bill Watts a donc eu le contrôle de la WWF, en tout cas de créatif, pendant 3 mois et c'est assez étonnant pour être dit. Une dernière question que j'aimerais te poser. Est-ce que 95 est la pire année de l'histoire de la WWF? Non. Non. Est-ce que WrestleMania 11 pour toi c'est le pire des WrestleMania? Non, absolument pas. Lequel est le pire? 27? J'aurais dit le 13 s'il n'y avait pas Bret Hart Austin. Oui. Le 27 est franchement pas bon non plus, mais le 9, ouais quand même. 9? Ouais, le 9. Ou même le 4. Le 4, il est dégueulasse quoi. Il est long, il est très très long. C'est imbuvable. Il y a combien? Il y a 147 matchs? 40. C'est ça, c'est invraisemblable. Non, c'est très long. Donc pourquoi c'est pas la pire année 95? C'est pas bon, mais encore une fois, je pense qu'il y a eu pire depuis. À cause de la surexposition à la télé. Il y a beaucoup trop, enfin pour moi en tout cas, à mon humble avis, il y a trop de télé aujourd'hui. Je pense, pour moi 2015 ça a été moins bon que 95. Est-ce qu'on est au même stade aujourd'hui à la WWF qu'on était en 95? Non, parce qu'il y a encore moins. Il y a encore moins de stars. Si tu veux, il y a plus de work rate, mais il y a moins de stars. C'est encore moins développé. Ok, il n'y a plus les gimmicks pourris, et encore. C'est discutable, mais c'est au niveau créatif où ça frôle le zéro. Enfin, c'est pas bon. Ça pourrait être mieux en tout cas. Voilà. Tout ce que je veux dire, c'est que pour moi, 95, c'est une des pires années, sans aucun doute. C'est très 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 mauvais. Il n'y a pas grand chose à sortir. Mais au niveau créatif, on a eu tout aussi mauvais même après, et même franchement, alors que ça marchait pendant l'Attitude Era, mais si tu regardes quand même, moi, je trouve que l'Attitude Era, t'enlèves les fous, les Steve Austin, bon après c'est facile aussi d'enlever ça et ça, vu que ça faisait... Mais il y avait du gros caca aussi au niveau créatif, c'était sale, hein. Certaines storylines, quand t'as... Les Series 98. Ça aussi, c'est pas bon, quand t'as Mae Young et compagnie, franchement, des trucs comme ça, c'est... On regarde ça avec les yeux qui brillent, parce que c'était avant, et on se dit l'Attitude Era, c'était mieux. Si tu prends vraiment au détail d'un Raw, c'était franchement pas mieux quoi. Des matchs de 3 minutes avec pas un finish clean, des interventions partout, des trucs qui tiennent pas la route, Vince Russo aux commandes qui fait une disqualification ou un count out sur un triple threat. Enfin, t'as des trucs qui sont invraisemblables, c'est pour ça. Après ça se discute, hein. Tout est subjectif, hein. Mais 95 c'est top 3 des pires années, mais non, je pense pas que ce soit la pire. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis pour cette première édition de la fabuleuse histoire du catch américain. Envoyez-nous des mails sur Facebook, sur la page de la fabuleuse histoire du catch américain, ou des petits messages sur Twitter @NorbertFeuillant ou #FHCA. Vos mails les plus longs seront très vraisemblablement dans 15 jours lus par notre copain Marc Blondin qu'on recevra si jamais vous envoyez des mails, hein. Pas de mail, pas d'émission, pas de bras, pas de chocolat, ça fera plaisir aux plus anciens qui nous connaissent. Merci mon Rabbi
d'avoir participé à cette première. Je suis assez content, voire même très content de faire cette émission avec toi. Mais c'est réciproque, je suis très content et j'espère que ça plaira surtout aux gens qui nous écoutent. Hein. Longue vie à la fabuleuse histoire du catch américain. Je suis Norbert Feuillant, on vous laisse et on se retrouve dans 15 jours. Salut mon Rabbi. Adios.